My first guest tonight was actually recorded last week in this very chair over here. You know him as Remington Steele, Thomas Crown, and of course James Bond. Please welcome Pierce Brosnan. Comment avez-vous géré la perte? La foi. La foi. Vous savez, je suis irlandais. Je suis catholique. L'Église a joué un rôle important dans ma vie. Pierce Brosnan vient de faire une annonce que personne n'avait anticipée. À 71 ans, l'ancien James Bond se prépare au pire. Sa première femme est décédée d'un cancer des ovaires à 43 ans. Puis sa fille est décédée de la même maladie à 41 ans. Un événement l'oblige à affronter sa peur la plus profonde. L'homme qui jouait l'espion le plus coriace du monde se retrouve face à une bataille qu'il ne peut gagner. Et ce qu'il compte faire ensuite inquiète tout le monde. Pierce Brosnan est né le 16 mai 1953 à Drogheda, en Irlande. Il est venu au monde avec peu de ressources. Pas de fortune, pas d'héritage familial et, finalement, pas de père. Son père, un charpentier nommé Thomas, avait disparu si tôt dans la vie de Pierce qu'il ne se souvenait plus de son visage, de sa voix, ni même de sa présence. C'était comme s'il s'était volatilisé. Sa mère, May, devait porter le fardeau. Elle travaillait comme infirmière, soutenant une vie déjà en déclin. Mais en 1957, elle fit un choix douloureux. Elle partit pour Londres chercher du travail, laissant Pierce âgé de 4 ans, en Irlande. Elle n'avait pas d'autre choix. Pourtant, cette décision créa un nouveau vide dans l'univers du jeune Pierce. Ce qui devait être une brève séparation s'est transformé en 7 longues années. Durant cette période, il a été partagé entre les membres de sa famille. D'abord chez ses grands-parents à Navan, puis chez un oncle et une tante à Trim. Chaque nouvelle maison apportait de nouvelles règles, de nouvelles écoles et des visages inconnus. Pierce ne restait jamais assez longtemps pour s'intégrer. Il apprit à se taire, à observer, à survivre. Il était toujours le nouveau, toujours l'étranger. Les professeurs remarquaient quelque chose en lui. Il était brillant, mais réservé, toujours à la recherche de l'extérieur, jamais vraiment présent. Puis tout a changé en 1964. Il a déménagé à Greenock, en Écosse. Sa mère s'était remariée. Son nouveau mari, William Carmichael, travaillait dans une usine. Il était gentil et patient, mais pour un garçon qui avait grandi sans cohérence. Ce nouveau foyer était source d'émotions mitigées. Pierce se sentait déchiré. Il était heureux de revoir sa mère, mais aussi en colère. Et maintenant, elle avait quelqu'un d'autre, un nouvel homme dans sa vie, un homme qui n'était pas son père. Pourtant, William a essayé. Il a appris à Pierce de petites choses, comme la pêche, la réparation, comment retrouver la confiance. Il n'a jamais insisté. Il n'a jamais cherché à remplacer qui que ce soit. Un jour, William amène Pierce au cinéma. C'était en 1964, et le film était Goldfinger. Sean Connery, dans le rôle de James Bond, a illuminé l'écran. Cette nuit-là a tout changé. Bond n'était pas qu'un personnage pour Pierce. Il était à l'opposé de tout ce que Pierce avait ressenti. Bond était fort. Bond était confiant. Bond avait le contrôle. Et Pierce voulait lui ressembler. À 6 ans, Pierce a fait un autre geste audacieux. Il abandonna ses études à Londres et s'inscrivit à la St. Martin's School of Art. Sans argent ni projet précis, il se passionnait pour la peinture. Il adorait l'œuvre de Francis Bacon et de Lucian Freud. À l'époque, il ne pensait même pas à devenir acteur. Il se concentrait sur l'illustration et le design. Il survivait de pain grillé et de thé, tandis que ses camarades de classe venaient de familles plus aisées. Il était déterminé à prouver qu'il avait sa place. Mais le destin en avait décidé autrement en 1971, alors qu'il étudiait encore les beaux-arts. Pierce entra par hasard dans un atelier de théâtre du sud de Londres. Il vit un cracheur de feu s'entraîner. Au lieu de s'éloigner, Pierce lui demanda s'il pouvait essayer. Cet instant spontané changea son avenir. Le groupe a remarqué quelque chose en lui, un mélange de courage et de présence naturelle. Ils l'ont invité à se joindre à eux. Il n'avait jamais joué auparavant. Mais maintenant, tout s'est mis en place. Tout comme Bond. Il avait pénétré dans un monde de risques et de charme. Peu après, Pierce rejoignit le Drama Center de Londres. Pendant 3 ans, de 1973 à 1976, il s'entraîna plus intensément que jamais. L'école était intense. Plus de 60% des élèves abandonnaient. Les professeurs étaient durs. Ils ont détruit les étudiants pour les reconstruire. Certains ont abandonné, d'autres ont eu des crises. Mais Pierce a persévéré. Il a travaillé à temps partiel et a étudié Shakespeare. Il s'est même formé au mime et au cirque. Cela lui coûtait 200 livres par an.
une fortune à l'époque. Mais Pierce n'a jamais abandonné. En 1976, il décroche sa première véritable révélation avec une pièce de théâtre intitulée Wait Until Dark. C'était un thriller, et Pierce y incarnait un personnage qui mettait mal à l'aise. Le metteur en scène décèle en lui quelque chose de froid, de troublante. Cet avantage a porté ses fruits. Un an plus tard, il a accepté un rôle audacieux dans une pièce difficile de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign. La pièce avait fait un flop aux États-Unis, mais Pierce l'a recréée à Londres. Les critiques ont salué sa performance. Soudain, le public l'a remarqué. Il est ensuite passé au cinéma. En 1980, il décroche un rôle qu'on ne peut rater qu'en un clin d'œil dans Le Miroir brisé, aux côtés d'Elizabeth Taylor. Il apparaît à l'écran moins de 30 secondes et ne gagne que 22 kilos. Mais ce n'était qu'un début. La même année, il apparaît dans The Long Good Friday avec Helen Mirren et Bob Hoskins. Il y incarne un personnage secondaire de l'IRA. Le film ne connut pas un succès immédiat, mais au fil du temps, il devint culté. Et Pierce était là, se construisant tranquillement son chemin vers la célébrité. En 1982, Pierce Brosnan était à peine connu hors du Royaume-Uni. Il avait déjà fait quelques apparitions à la télévision et au théâtre britannique, mais rien de marquant. Puis, un événement inattendu s'est produit. Il a auditionné pour un petit rôle dans une nouvelle série intitulée Remington Steele. Pas dans le rôle principal, mais dans celui d'une victime de meurtre. Ça aurait pu être ça, une scène et c'était fini. Mais le directeur de casting de NBC a décelé quelque chose en lui. Ils ont vu du charme, de la présence à l'écran, quelque chose de magnétique. Alors ils l'ont rappelé. Non pas pour un rôle mineur, mais pour le rôle principal. Cette décision a tout changé. Le projet initial de Remington Steele était celui d'un escroc américain chevronné d'une cinquantaine d'années. Brosnan avait 29 ans, était jeune, irlandaise et inconnue aux États-Unis. Pourtant, les producteurs ont pris un risque. Plus de 200 acteurs ont auditionné, dont beaucoup étaient des Américains célèbres. Brosnan a obtenu le rôle. Son accent irlandais a failli lui coûter le rôle. Les producteurs craignaient que le public américain n'accepte pas un rôle principal étranger. Mais une fois dans le rôle, il était comme Remington Steele. Cool, serein, mystérieux. Et le public l'adorait pour cela. La série a été diffusée pour la première fois le 1er octobre 1982. Dès son lancement, elle a rencontré un franc succès. C'était la deuxième nouvelle série la plus regardée de NBC. Rien que lors de sa première année, 15,6 millions de téléspectateurs l'ont regardée chaque semaine. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous. L'émission a même été annulée après sa 4e saison en 1986. Les fans étaient furieux. Le studio a changé d'avis et est revenu pour une dernière diffusion. Le dernier épisode fut diffusé en février 1987 et attira près de 26 millions de téléspectateurs. C'est le genre d'adieu dont la plupart des émissions ne rêvent que. À son apogée, Remington Steele rapportait à NBC plus de 50 millions de dollars par an, rien qu'avec la publicité. Les ventes internationales ont rapporté 200 millions de dollars supplémentaires. La série a été diffusée dans plus de 80 pays et un événement étrange s'est produit aux États-Unis. Entre 1983 et 1987, les demandes de licences de détectives privés ont bondi de 340%. Le caractère calme et intelligent de Brosnan avait clairement touché une corde sensible. Mais le succès avait un prix. 2 mois seulement après la diffusion de la série, les critiques affirmaient déjà que Brosnan devrait être le prochain James Bond. En janvier 1983, Entertainment Weekly le qualifiait d'acteur ressemblant le plus à James Bond depuis Sean Connery. Quelques mois plus tard, le producteur de James Bond, Albert Cubby Broccoli, le contactait. Il observait et il était intéressé. En 1984, les spéculations ont explosé. NBC s'y est intéressé. Leur marketing laissait entrevoir l'aspect d'agent secret de Brosnan. TV Guide a diffusé une couverture où il posait la question. Même la veuve d'Ian Fleming, Anne Fleming, a déclaré publiquement que Brosnan ressemblait et se comportait exactement comme son mari l'avait imaginé pour Bond. Parallèlement, Brosnan bénéficiait d'une reconnaissance critique considérable. La même année, il était nommé aux Golden Globes pour son rôle dans Nancy Astor. Ce n'était que son 2e rôle majeur à la télévision. Il était en compétition avec les légendes Anthony Hopkins et John Gielgud. Pourtant, Brosnan a failli gagner. Selon les experts du secteur, il n'a perdu que de 3 voix.
Sa performance a même impressionné la véritable famille Astor, initialement opposée à la série. Son parcours dans le rôle de James Bond n'allait cependant pas être simple. La plupart des gens pensent qu'on lui a proposé James Bond pour la première fois en 1985. C'est faux. Il avait été pressenti pour le rôle en 1983 dans Dangereusement Vôtre. Roger Moore hésitait à faire un autre film, et Brosnan était pressenti. Il avait rencontré Broccoli sur le tournage de Rien que pour vos yeux, où la femme de Brosnan, Cassandra Harris, tenait un petit rôle. Broccoli l'avait regardé et avait dit « S'il sait jouer, c'est mon homme !» Mais le studio avait paniqué. Ils ont offert à Moore un salaire colossal, plus de 3,5 millions de dollars pour son retour. Le tournage de Brosnan a donc été retardé, une fois, pas de plus. Puis, en 1986, quelque chose d'encore pire se produisit. Remington Steele fut annulé. Mais lorsque la rumeur se répandit que Brosnan pourrait être le prochain James Bond, les audiences de la série explosèrent. NBC a saisi l'opportunité. Ils ont annulé l'annulation et commandé une courte 5e saison. Brosnan était toujours sous contrat. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas filmer Bond. C'était brutal. L'attention qu'il avait reçue en étant lié à Bond a été utilisée contre lui. Il était coincé. Et alors qu'il terminait la dernière saison de Remington Steele, les producteurs de James Bond passèrent à autre chose. Timothy Dalton obtint le rôle. Ce moment a tout changé. Pour Brosnan et pour Bond. Dalton était l'ami de Brosnan. Perdre le rôle lui a fait mal, mais il a dû garder le sourire. La version de Bond de Dalton était plus sombre. Plus Crew, ça n'a pas marché. Permis de tuer a été un échec aux États-Unis, ne rapportant que 34 millions de dollars. Brosnan a observé le film depuis la ligne de touche. Il savait qu'il aurait pu apporter quelque chose de différent. Entre 1986 et 1994, ce que les fans appellent les années perdues. Brosnan n'a pas disparu. Il a fait des choix judicieux. Dans le 4e protocole, 1987, il incarne un espion britannique dans un thriller sur la guerre froide. Ce n'était pas James Bond, mais c'en était proche. Il a joué dans Nomad en 1986, démontrant toute sa palette dans un rôle surnaturel. Il a même tourné dans des publicités pour Coca Light, où il incarnait un héros élégant en smoking. Un clin d'œil discret à James Bond. Pierce Brosnan a rencontré Cassandra Harris à la fin des années 1970, née Sandra Colleen Waits à Sydney en 1948. Elle était déjà une actrice en activité. Lorsqu'ils se sont rencontrés, l'étincelle a été immédiate. Pierce n'avait pas prévu de tomber amoureux. Il la trouvait simplement belle. Mais quelque chose se produisit. Bento. Ils vécurent ensemble à Wimbledon. Le 27 décembre 1980, ils se marièrent. Cassandra venait de traverser un divorce difficile, et ce nouveau chapitre était donc crucial pour elle. Elle avait 2 enfants de ce mariage, Charlotte et Christopher. Pierce n'hésita pas. Il est entré dans leur vie comme s'il y avait toujours été. Lorsque l'ex-mari de Cassandra, Dermot Harris, est décédé d'une crise cardiaque en 1986, Pierce a légalement adopté les enfants. Ils ont pris son nom, mais c'était plus que de la paperasse. Pierce n'a pas grandi avec un père. Alors il a tout donné pour être le père qu'il n'a jamais eu. Il a dit un jour, « Je n'étais pas un père. Moi, je n'étais que Pierce. Et puis je suis devenu papa. » En 1983, Cassandra et Pierce ont eu un fils ensemble. Ils l'appelèrent Sean. Ils étaient 5. La vie semblait pleine et chaleureuse. Les enfants s'entendaient bien et la carrière de Pierce prenait de l'ampleur. Mais sa famille passait avant tout. Il voulait leur donner l'amour qu'ils n'avaient jamais reçu en grandissant. Il s'assurait qu'ils se sentent en sécurité. Heureux et vu, un événement magique s'est produit en 1981. Cassandra a été choisie pour jouer dans le film de James Bond Rien que pour vos yeux. Elle a joué une James Bond girl avant même que Pierce ne rêve d'être Sept. Mais pendant le tournage, Pierce a rencontré le producteur de James Bond, Albert Broccoli. Cassandra a cru en lui. Elle l'a poussé à accepter le rôle. Broccoli a été impressionné et a envisagé Pierce comme le prochain James Bond. Mais Pierce était coincé par un contrat avec Remington Steele. Il ne pouvait pas accepter le rôle. Pas encore. Cassandra le voulait tellement pour lui. Mais elle n'a jamais pu le voir. En 1987, tout a basculé. Pendant que Pierce tournait The Deceivers en Inde, Cassandra a commencé à se sentir très mal. Ils sont rentrés à Londres. La nouvelle était terrible. Elle souffrait d'un cancer des ovaires. Ce n'était pas juste une petite bosse ou quelque chose de facile à traiter.
C'était partout. Le diagnostic a fait de l'effet d'une bombe. Pierce a déclaré que, dès le premier récudure, nous avons dû nous battre. S'en sont suivies 4 années difficiles. Cassandra a subi 8 opérations. Elle a subi une chimiothérapie pendant 1 an et demi. Ses cheveux sont tombés. Son corps s'est affaibli. Mais elle est restée forte. Elle a remis en question chaque traitement. Elle a pris ses propres décisions. Elle a affronté tout cela avec courage. Pierce l'a soutenu tout au long du parcours. Il se surnommait le Parti silencieux. Toujours présent, mais souvent impuissant. Le fils, Sean, tout petit, se faisait parfois passer pour le médecin. C'était déchirant. La mère de Cassandra était morte du même cancer. Ce n'était pas seulement un problème de chance, c'était génétique. Cela aggravait encore les choses. Il devait maintenant aussi s'inquiéter pour Charlotte. Pierce s'est alors engagé en faveur du dépistage précoce et de la sensibilisation. Il était trop tard pour Cassandra, mais il voulait aider les autres. En décembre 1991, son heure était venue, une nuit, alors qu'ils étaient au lit. Pierce accablé de chagrin. Cassandra murmura, « S'il te plaît, ma chérie, ne t'inquiète pas, man. C'est juste une vie qui s'achève. » Elle était toujours forte, même à la fin. Elle ne voulait ni machine ni hôpitaux. Elle aspirait à la dignité. Elle a affronté la mort selon ses propres conditions. Elle est décédée le 28 décembre 1991. Elle n'avait que 43 ans. Pierce et son fils, Christopher, étaient avec elle. Charlotte, partie à Londres pour étudier le théâtre, était au téléphone. Noël venait de passer. Pendant que les autres célébraient, Pierce préparait des funérailles. Puis vint le moment le plus dur, annoncer à Sean Hewitt que sa mère était partie. Pierce a soudainement dû élever seul 3 enfants. Sean avait 8 ans, Christopher Dix 9 ans et Charlotte 20 ans. Il a dit que c'était la première fois qu'il ressentait un véritable chagrin. Cela l'a bouleversé, mais il a persévéré. Il a dit que Cassandra avait fait de lui ce qu'il était. Elle est à jamais présente dans chaque fibre de mon être, a-t-il dit plus tard. Pierce Brosnan a finalement été choisi pour incarner James Bond en 1994. Ce qui a rendu l'affaire encore plus personnelle, c'est sa femme, Cassandra Harris. Elle avait elle-même joué James Bond Girl dans Rien que pour vos yeux en 1981. Elle avait alors un cancer et l'a poussé à se représenter pour le rôle. Elle voulait le voir devenir sept avant de mourir. Alors, quand il l'a finalement obtenu, ce n'était pas seulement une victoire. C'était un véritable déchirement et un triomphe à la fois. Ses débuts dans GoldenEye furent décisifs, non seulement pour lui, mais pour toute la franchise James Bond. Le film avait déjà fait couler beaucoup d'encre et son budget avait grimpé à 60 millions de dollars. La MGM était au bord de la faillite. Si elle avait échoué, Bond aurait été condamné. Mais GoldenEye a rapporté 353 millions de dollars dans le monde entier. Cette scène de poursuite en char à travers Saint-Pétersbourg a coûté à elle seule 8 millions de dollars. Brosnan a réalisé lui-même 90% de ces cascades, dont un terrifiant saut à l'élastique depuis un barrage de 220 mètres en Suisse. C'était si dangereux que les assurances ont refusé de le couvrir. Le film est sorti exactement 30 ans après le dernier James Bond officiel de Sean Connery. Les diamants sont éternels. Ce n'était pas un film comme les autres, c'était une résurrection. Et ça a marché. Nintendo a même créé le jeu vidéo GoldenEye 7 grâce à cela. Ce jeu a révolutionné l'industrie et a fait découvrir Bond à une toute nouvelle génération. Le succès ne s'est pas arrêté là. Les 3 films de James Bond suivants de Brosnan ont rapporté au total 1238 milliards de dollars. Mais ces gains ont été accompagnés de pertes personnelles. Lorsque Demain ne meurt jamais est sorti en 1997, il pleurait encore la mort de Cassandra. Survenu 6 ans plus tôt, il a transposé cette douleur dans son personnage. Une scène de poursuite à Saigon a coûté 12 millions de dollars à tourner. Il a fallu construire une rue vietnamienne entière en Angleterre rien que pour ça. Le monde ne suffit pas. En 1999, Bond a enregistré sa plus longue séquence d'ouverture, 14 minutes. On y retrouvait également la première héroïne de Bond. On a même simulé une véritable explosion d'oléoduc avec 480 litres d'essence, créant une boule de feu visible à 16 km. Puis 20 meurt un autre jour en 2002. Il célébrait le 40e anniversaire de Bond et a failli tuer Brosnan. Une cascade de parasurf a mal tourné et il a été emporté sous l'eau par des vagues de 9 mètres. Il a fini à l'hôpital en hypothermie.
Ce même film mettait en scène une Aston Martin invisible à 300 $ et un immense palais de glace en Irlande, construit avec un 0 tonnes de glace. Mais Brosnan n'était pas seulement un succès au box-office. Il a remporté le Saturn Award du meilleur acteur en 1996. Ce qui a rendu cette performance incroyable, c'est qu'il a battu Sean Connery, nominé la même année pour The Rock. C'était la première fois qu'un James Bond actuel surpassait un ancien. Même Steven Spielberg a contacté Brosnan après GoldenEye pour lui proposer le rôle d'Indiana Jones. Brosnan a refusé pour rester fidèle à Bond. Cette décision lui a probablement coûté 50 millions de dollars, mais elle a montré à quel point il était engagé dans le rôle. Tout semblait parfait. Puis vint 2004. Il était aux Bahamas pour le tournage d'Après le coucher du soleil. La vie était belle. Il avait tourné 4 James Bond qui avaient rapporté 1,4 milliard de dollars. Il était en pleine forme, s'entraînait et proposait des idées pour James Bond 21. Puis 14:47. Son téléphone a sonné. Les producteurs l'ont libéré, sans prévenir, sans explication. L'appel a duré 47 secondes. Tu étais un excellent James Bond. Merci beaucoup. Au revoir. C'était fini. Ce qui rendait la situation encore plus glaciale, c'était le succès de ses films. Meurt un autre jour avait rapporté 431,9 millions de dollars, le plus gros montant jamais enregistré pour un James Bond à l'époque. Mais les producteurs avaient déjà décidé qu'ils voulaient un James Bond plus jeune. Ils ont attendu qu'il soit seul et vulnérable pour lui porter le coup. En seulement 3 jours, tout a basculé. 3 contrats de films ont disparu. Des studios se sont retirés. Des courriels internes ont ensuite révélé qu'il était perçu comme trop James Bond et difficile à engager pour un autre rôle. Son prix demandé a été abaissé de 12 à 3 millions de dollars. Il a dû se séparer de 12 membres de son équipe. Il a sombré dans une profonde dépression. Ses enfants l'ont vu pleurer à la sortie de la bande-annonce de Casino Royale. Ce moment l'a profondément marqué. Son rôle lui avait été confié sans même un au revoir. Il s'est avéré que les producteurs avaient testé d'autres acteurs pendant 2 ans, prétendant toujours croire en lui. Cette trahison l'a blessé plus que le licenciement lui-même. Mais quelque chose d'autre se produisit en 1994, quelques mois seulement avant qu'il ne devienne officiellement Bond. Un événement inattendu se produisit, le Hewitt Averill, à Dix-9 H. Trent. Lors d'une fête sur la plage de Cabo San Lucas, il rencontre Keely Shea Smith. Elle était journaliste et le courant est tout de suite passé entre eux. La célébrité ne l'impressionnait pas. Elle a omis qui il était, pas ce qu'il faisait. Ils ont discuté jusqu'à 2 heures du matin. Il l'a prise en avion pour qu'elle retrouve ses enfants 3 semaines plus tard. Elle a emménagé 6 mois plus tard. Leur lien était réel. Et des années plus tard, cette relation est devenue la seule chose sur laquelle ils pouvaient compter quand tout le reste s'est effondré. En 2001, ils se sont mariés en Irlande. La cérémonie a coûté 2,3 millions de dollars. Elle s'est déroulée à l'abbaye de Ballintubber, une église en activité depuis près de 800 ans. La liste des invités était courte. Seulement 100 personnes, dont Judi Dench et Liam Neeson. Brosnan portait un kilt irlandais traditionnel. Il a pleuré en voyant Keely s'avancer vers l'autel. Charlotte Brosnan n'avait que 41 ans lorsqu'elle est décédée en 2013. Mais sa mort n'était pas seulement une tragédie. C'était la 3e fois que ce cauchemar se reproduisait dans la même famille. Sa grand-mère était décédée d'un cancer des ovaires. Sa mère, Cassandra Harris, avait tout autant souffert à seulement 43 ans. Et maintenant, Charlotte. Elle avait 2 ans de moins que sa mère lorsque la maladie l'a emportée. Charlotte s'était battue avec acharnement. Pendant 3 ans, elle a lutté contre le cancer qui grandissait silencieusement en elle. Le cancer de l'ovaire est surnommé le tueur silencieux. Et ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on le détecte, il est souvent trop tard. En fait, 75% des femmes ne sont diagnostiquées qu'à un stade avancé, où les chances de survie chutent de 90% à 20 à 30%. Charlotte est née en 1971. Elle a perdu son père biologique, Dermot Harris, et a été adoptée par Pierce Brosnan en 1986. Il lui a donné son nom, son amour et une place dans son cœur. Mais aucun amour n'a pu enrayer la malédiction génétique qui avait déjà volé 2 générations. Pour Pierce, il ne s'agissait pas seulement de perdre sa fille, il s'agissait de voir l'histoire se répéter de la pire des manières. En 1991, il avait perdu sa femme, Cassandra, des suites de la même maladie.
Elle a subi 8 opérations et 18 mois de chimiothérapie. Il a dit que ça changeait sa vie de voir un être cher disparaître ainsi, morceau par morceau. Ça restructure tout son monde. Il a dit « Tu fais face à la mort. Tout change. » Puis, 22 ans plus tard, la même chose est arrivée à Charlotte. Lors de la collecte de fonds Stand Up to Cancer de 2014, Pierce est monté sur scène et s'est ouvert à cœur ouvert. Il a déclaré « J'ai tenu la main généreuse, forte et belle de ma première épouse, Cassie, lorsque le cancer de l'ovaire l'a emporté bien trop tôt. Et l'année dernière, j'ai tenu la main de ma fille, Charlotte, drôle et merveilleuse, avant qu'elle ne meure elle aussi de cette terrible maladie héréditaire. Moi, ce n'était pas seulement un chagrin récent, c'était un traumatisme récurrent, profound, sombred familia. L'un des amis les plus proches de Pierce, Ron Roylands, l'a très bien résumé. La maladie de Charlotte s'accompagnait d'une certaine noirceur. Pierce revivait tout ce cauchemar. Il avait retrouvé l'amour. Il avait épousé Keely Shea Smith en 2001 et avait fondé une nouvelle famille avec 2 fils, Dylan et Paris. Mais lorsque Charlotte est tombée Dottie, ce nom ici, a tombé malade, tout lui est revenu. Tous les souvenirs, tous les moments d'impuissance, il était plus que dévasté, a déclaré Roylands. Mais même au milieu de toute cette douleur, Keely était là pour le soutenir. Et puis, le plus cruel des retournements de situation arriva. Charlotte St. Maria. Le 14 juin 2013, elle a dit oui à Alex Smith, son compagnon de longue date. 2 semaines plus tard, elle était partie. Le vendredi 28 juin 2013, à 14 heures précises, elle s'est éteinte à Londres. Elle était entourée d'Alex, de ses 2 enfants, Isabella, Kinsey Hans et Lucas, et de ses frères, Christopher et Sean. Née à Londres, elle y a étudié le théâtre. Et c'est là que sa vie s'est terminée. Pierce a publié une courte déclaration après sa mort. Charlotte a combattu son cancer avec grâce et humanité, courage et dignité. Sa force était étonnante. Même dans ces dernières semaines, elle a organisé son mariage. Elle voulait que ses enfants voient que l'amour comptait toujours. Sa fille Isabella avait 15 ans lorsqu'elle a perdu sa mère, tout comme Charlotte lorsque Cassandra a été diagnostiquée. Lucas avait 8 ans, le même âge que Sean, le fils de Pierce. Lorsque sa mère est décédée, l'écho de l'histoire était presque trop précis, trop cruel. Ses amis disaient que Charlotte était le genre de mère qui s'investissait pleinement dans ses enfants. Son amie Claire Beckwith se souvenait qu'elle disait qu'elle ne se souciait plus de jouer la comédie. « C'est ma famille », avait-elle dit. « Je veux leur donner tout mon amour. » Et c'est ainsi qu'Alex Smith est passé de jeune marié à veuf en 2 semaines. Il devait désormais élever 2 enfants qui venaient de voir leur mère disparaître. Pierce, désormais grand-père, est intervenu, à nouveau en deuil, mais s'efforçant aussi d'être fort pour ceux qui restaient. Mais tous les frères et sœurs de Charlotte n'ont pas trouvé le moyen de faire face à la situation. Christopher Brosnan a subi une lourde défaite. Après la mort de Cassandra en 1991, il n'avait que 19 ans. Il était prometteur. Il a travaillé sur les James Bond de Pierce. Comme Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas. Mais la douleur l'a rattrapé. En 1993, il a été condamné à une amende de 0 livre pour conduite en état d'ivresse. 1 an plus tard, il a été emprisonné pendant 3 mois pour avoir récidivé. Puis vinrent les drogues, les GHB, l'héroïne. Il s'effondra devant un club londonien et sombra dans le coma. En 2012, à 32 ans, il fut de nouveau arrêté, cette fois pour possession d'héroïne. Il s'était intégré au milieu de la drogue de Brixton, loin de Hollywood, loin de ce qu'il était. En juin 2024, Christopher a fait sa première apparition publique depuis 20 ans. Des paparazzi l'ont repéré devant une épicerie londonienne, maigre, seul, à 51 ans. Pendant ce temps, Keely Shea Smith menait son propre combat. Pendant des années, les tabloïds se moquaient de son poids. Ils montraient des photos avant-après, comparant son corps de jeune femme à celui qu'elle avait après la maternité. Les trolls ont inondé Internet. Pierce n'en voulait pas. Il l'a défendu dans un message désormais célèbre. « J'adore chaque courbe de son corps. C'est la plus belle femme à mes yeux. Et aussi parce qu'elle a eu nos 5 enfants. » Keely, aujourd'hui âgée de 61 ans, a perdu 45 kilos en 2024. Pas de chirurgie, pas de raccourci, juste de la marche, de la natation, des aliments complets et de la patience. Et surtout, du respect de soi. Gratitude, a-t-elle écrit en ligne.
pour tout ce que mon corps a donné et accompli en 60 ans. En août 2024, elle et Pierce ont célébré leurs 23 ans de mariage. 31 ans après leur rencontre, malgré la tragédie, le scandale et le deuil, ils sont restés forts. À leur anniversaire, Pierce l'a appelé son nord, son sud, son est et son ouest. Keely a répondu « Tu es la personne la plus belle, la plus adorable et la plus tendre que j'ai jamais connue. » Ils ont été vus en première partie des débuts de George Clooney à Broadway en avril 2025. Keely dans une robe en dentelle noire. Pierce, toujours aussi charmant, toujours aussi constant. Malgré tout, il continue à travailler. Il a été choisi pour incarner le Dr. Fate dans Black Adam en 2022. Le réalisateur a déclaré que Pierce possédait le parfait mélange de puissance et de calme. À 71 ans, il reste l'un des hommes les plus cool d'Hollywood. Mais plus que ça, c'est un combattant. Il a su utiliser sa douleur et en faire un objectif. Il est désormais un défenseur. Ambassadeur de l'UNICEF depuis 2000, il a manifesté avec Greenpeace, s'est élevé contre les essais nucléaires et a collecté des fonds pour la sensibilisation au cancer. Il a même boycotté l'avant-première de GoldenEye en France pour protester contre les armes nucléaires. Quand Charlotte était malade, il disait qu'il ferait n'importe quoi, appellerait n'importe qui, irait n'importe où, se plierait s'il le fallait. Il voulait juste qu'elle vive. Il n'a pas pu la sauver, mais il essaye toujours de sauver les autres.